Préparez-vous à plonger dans un monde où les fils du passé peuvent démêler les secrets les plus profonds. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une vieille photographie jaunie datant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des décennies, elle a été conservée en silence, capturant des soldats nazis et des femmes captives. Personne n'aurait pu imaginer qu'une vérité choquante se cachait dans ces pixels noirs et blancs, capables de bouleverser toutes nos idées sur cette époque. Cette incroyable histoire commence avec Amelia Brenner. Elle ne pensait pas que ses vacances d'un rang de printemps se transformeraient en une véritable enquête. Il y a seulement 2 semaines, son grand-père Émile Brenner, un homme silencieux et mystérieux, avec de grosses lunettes et un doux accent bavarois, est décédé à Munich. Pour la famille, il restait pratiquement un étranger. On savait seulement qu'il était journaliste de guerre, qu'il ne s'était jamais remarié après la mort de sa femme et qu'il collectionnait des appareils photo anciens. De plus, il gardait toujours le 2e tiroir de son bureau verrouillé. Ce tiroir dont Amelia a trouvé la clé collée sous le plateau avec du ruban adhésif est devenu le point de départ. À l'intérieur, dans une simple enveloppe brune avec un seul mot, Drossen. Nous dehors en allemand, se trouvait cette fameuse photographie. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien, un like et un abonnement seraient de la meilleure façon de vous remercier. Merci. L'image en noir et blanc, légèrement courbée sur les bords, coupait littéralement le souffle. On y voyait une rangée de femmes captives, aux mains liées, se tenant devant un bataillon de soldats nazis, d'officiers et même de spectateurs. Les visages des femmes étaient pleins d'émotions indescriptibles, certaines étaient effrayées, d'autres étonnamment calmes. En arrière-plan, on apercevait une forêt et le bord d'une plateforme de chemin de fer. Les doigts d'Amelia picotaient, elle ne comprenait pas pourquoi. En retournant la photo, elle vit une inscription fanée. Pointe Transit Rona, septembre 1943. Peut-être Lubarska tout à gauche. Lubarska. Ce nom éveilla instantanément quelque chose dans sa mémoire. Un cours universitaire, une étude de cas. Oui, un cours sur les femmes perdues de Varsovie. Anja Lubarska, une infirmière de 20 ans qui aidait à faire passer des armes et de la nourriture au mouvement de résistance. Elle avait disparu sans laisser de traces lors du retrait des nazis à travers l'est de la Pologne. On croyait qu'elle avait été exécutée. Aucune photographie confirmée n'avait jamais été trouvée pour établir son sort. Amelia sortit immédiatement son téléphone, prit une photo de l'image et l'envoya au docteur Anton Riers, professeur d'histoire européenne moderne à l'université de Munich. « Bonjour, désolé de vous déranger pendant les vacances, mais j'ai trouvé cette photo parmi les affaires de mon grand-père. Pourrait-il s'agir d'elle, Anja Lubarska? Cela pourrait-il être vrai? Elle s'attendait à un poli peut-être, ou simplement à un merci. Au lieu de cela, 20 minutes plus tard, une réponse arriva. Amelia, c'est incroyablement important. Ne détruisez en aucun cas l'original. Puis-je obtenir votre permission pour le transmettre à l'Institut des archives militaires? Cela pourrait avoir une énorme signification. Moins de 24 heures plus tard, la photographie se trouvait déjà dans un étui spécial à niveau d'humidité contrôlé, où elle était soigneusement examinée sous agrandissement et numérisée dans une base de données haute résolution. Eva Tamasek, la chercheuse principale de l'Institut, avait suivi pendant des années les femmes non enregistrées emprisonnées dans les régions orientales de Pologne. Elle n'avait jamais vu une image aussi claire, aussi bien conservée. Et surtout, elle n'avait jamais rencontré de photographie où une victime potentielle était identifiée aussi clairement. « Nous assistons à un moment historiquement rare », expliqua Eva, ses yeux parcourant l'écran. « Si c'est Anja, c'est la seule preuve photographique de son sort. Cela pourrait clore l'un des derniers dossiers non résolus sur les crimes de guerre nazis contre la résistance polonaise. » Au cours de la semaine suivante, des experts analysèrent soigneusement les uniformes des soldats nazis capturés sur la photo. Il fut confirmé que les soldats appartenaient à la SS. Le lieu déterminé par le marquage de la plateforme de chemin de fer correspondait exactement à un arrêt connu près de Rona, qui en 1943 servait de point de détention temporaire pour des prisonniers politiques. Le véritable tournant survint lorsque l'image fut améliorée à l'aide d'un logiciel spécial. En utilisant une technologie brevetée développée pour les affaires froides, ils agrandirent l'image de la femme qu'ils pensaient être Anja. Une petite cicatrice fut découverte sur son oreille gauche, une cicatrice qui correspondait parfaitement aux dossiers médicaux d'un accident de vélo survenu en 1938.
Et son collier, une fine chaîne avec un pendentif triangulaire, s'avéra identique à celui décrit dans une lettre conservée à sa sœur. « C'est elle !» prononça enfin Eva sa voix tremblante. « C'est vraiment elle !» Amelia était bouleversée. Son grand-père, qui avait toujours été si peu loquace sur la guerre, avait peut-être capturé la dernière image d'une héroïne de la Résistance. Mais pourquoi avait-il gardé le silence? Pourquoi l'avait-il caché? Savait-il qu'il tenait entre ses mains un document historique? L'Institut commença à préparer un rapport à soumettre à l'Archive nationale polonaise et à l'UNESCO. La photographie devait devenir l'exposition centrale d'une nouvelle exposition itinérante consacrée à la résistance pendant la guerre. Amelia signa tous les documents pour la donner officiellement au nom de son grand-père. Elle se sentait toujours étrange, la fierté se mêlant à une profonde inquiétude. « C'est si étrange, » dit-elle à Eva. « Tout ce temps, je pensais que mon grand-père ne photographiait que des soldats et des bâtiments détruits. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était si proche des histoires de ces gens. » Eva hocha la tête. Parfois, une seule image peut dire plus que 1000 rapports. Alors que le dernier traitement des numérisations était en cours, l'un des techniciens, travaillant tard dans la nuit, décida d'améliorer d'autres détails de la photo pour l'exposition. Les traverses de chemin de fer, la ligne de la forêt, les visages des soldats. Et là, il s'arrêta. L'un des hommes au centre de l'image se distinguait clairement de la foule. Quelque chose dans sa posture confiante et calme et le sourire à peine perceptible semblait totalement déplacé dans ce décor sombre. Le technicien agrandit l'image et resta littéralement pétrifié. Il ne pouvait pas imaginer quelle découverte choquante l'attendait. La nouvelle que la photographie pourrait contenir la dernière image connue d'Anja Lubārska avait déjà suscité de l'excitation dans les milieux académiques et historiques. En quelques jours, cette histoire fit la une des médias polonais. Une infirmière de la résistance mystérieuse pourrait être identifiée sur une photo militaire perdue depuis longtemps, titra l'un des journaux. Pour l'équipe de l'Institut des archives pour s'empêcher l'archive militaire, c'était une percée, le couronnement d'années d'efforts pour numériser des documents et rassembler des témoignages personnels. Mais la photographie ne comptait pas rester dans l'ombre. Dans la pénombre du laboratoire de l'Institut où une température stricte était maintenue, une légère excitation commença à se répandre parmi le personnel. Et cela ne concernait pas les femmes, mais l'un des soldats nazis. Le technicien qui remarqua le soldat étrange Lucas Meyer, un doctorant spécialisé dans la propagande militaire, était connu pour son incroyable attention aux détails. Il améliorait les visages. Son visage était plus clair, il ne ressemblait pas aux autres. Eva se pencha. L'homme en question se trouvait au centre de la formation grand avec des traits marquants. Il ne semblait pas inquiet ou indifférent comme ses camarades. Il avait une certaine posture, presque de la fierté. « J'ai déjà vu ce visage », ajouta Lucas. « Mais pas ici, quelque part ailleurs. » Ils passèrent l'image à travers un système de reconnaissance faciale calibré sur des bases de données de la guerre froide et de la Seconde Guerre mondiale, comparant de vieilles photos, des documents, des pièces d'identité et des dossiers d'immigration d'après-guerre. Dans le passé, cela avait aidé à identifier les gardiens de camp, les civils déplacés et même les membres de la résistance. Cette fois, le programme produisit quelque chose de totalement inattendu. 97% de correspondance. Friedrich Kellermann. Eva cligna des yeux. Cela ne peut pas être. Kellermann et Zakrehan est mort en 41. Suicide lors du retrait de Leipzig. Cela est indiqué dans chaque rapport. Ils répétèrent le test. Le résultat resta le même. Kellermann était l'une des figures les plus insaisissables de l'histoire de la SS, un officier des opérations psychologiques pour lequel aucune photo connue n'existait après 1940. Ses mouvements après 1940 étaient entourés de rumeurs. Les dossiers officiels suggéraient qu'il était mort dans les derniers mois de la guerre, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Le laboratoire releva tous les matériaux disponibles, rapports de terrain archivés, dossiers de renseignements, témoignages oraux. L'un des rapports daté de 1951 et déclassifié, il y a seulement 3 ans, contenait des notifications d'Interpol émises depuis Buenos Aires, Argentine. Il y était indiqué qu'une personne se faisant appeler Federico Kellmann avait demandé une licence de navigation. Au rapport était jointe une photo de mauvaise qualité tirée d'un avis de décès de 1973. La ressemblance était frappante. La même ligne de sourcils, le même nez pointu, les mêmes oreilles. Et un autre détail frappait, l'auriculaire de la main droite légèrement plié vers l'intérieur.
le résultat d'une vieille blessure subie sur le ring de boxe. Cela correspondait aux dossiers médicaux de Kellerman de sa jeunesse à Francfort. Eva recula de l'écran. « Nous sommes venus ici pour raconter l'histoire d'une femme perdue, dit-elle d'une voix douce. Mais cela pourrait réécrire une partie de l'histoire d'après-guerre. » Ils avaient sans laisser commencer par tenter d'identifier les victimes. Mais maintenant, il semblait qu'ils avaient à retrouver quelque chose de complètement différent. Un visage qui ne devait pas exister et un homme qui ne devait jamais être retrouvé. Eva resta d'abord silencieuse. Elle regardait l'image améliorer ses yeux, passant du rapport de reconnaissance faciale à l'image agrandie du soldat. La ressemblance était indéniable. La même ligne de mâchoire, les mêmes pommettes prononcées des yeux trop aigus pour être une coïncidence. Mais ce sourire décida de tout. Elle l'avait déjà vu sur une photo de journal granuleuse de 1941, utilisée dans un tract de propagande nazie. À l'époque, le soldat n'avait pas de nom, juste un visage. Et maintenant, il était de nouveau là, 80 ans plus tard, dans une clarté parfaite. « Relancez », dit Eva, sa voix tendue. Lucas répéta le scan avec des filtres de résolution plus élevés, puis le vérifia dans les archives internationales. La correspondance augmenta à 97,3%. Le nom resta le même. Friedrich Kellerman. Kellerman, le colonel fantôme comme l'appelaient certains historiens. L'une des figures les plus insaisissables de la guerre. Il avait servi dans le SD, l'aile de renseignement de la SS, et aurait coordonné des opérations psychologiques et des opérations anti-résistance à travers la Pologne et la Hongrie. Les témoins le décrivaient comme un homme charismatique, presque élégant, qui élevait rarement la voix, mais exigeait une soumission totale. Il était également, selon tous les dossiers officiels, mort depuis avril 1945. On l'avait vu pour la dernière fois à Leipzig lors de l'avancée des Alliés. Ni corps, ni procès juste de la fumée du feu et du silence. Les pensées d'Eva s'emballaient. Si c'était lui, si cette photo capturait vraiment Kellerman vivant en 1943, et s'il n'était pas mort 2 ans plus tard, alors la photo n'était pas simplement une preuve de victime. C'était une fenêtre sur le mensonge. Elle convoqua une réunion à huis clos avec le conseil de l'Institut et invita le docteur Thomas Wilch, un historien criminologue qui avait enquêté pendant des décennies sur les fuites d'après-guerre des nazis. Wilch examina la photo avec une précision chirurgicale. Sur les soi-disant chemins de rats, des routes secrètes d'évasion vers l'Amérique du Sud. L'Argentine était une destination populaire, mais nous n'avions jamais eu de confirmation de son visage, pas même une image claire après 1942. Ils élargirent leurs recherches, fouillant les dossiers d'immigration d'Amérique du Sud, les mémorandums de renseignements déclassifiés et les archives numérisées des avis de décès. Et c'est alors qu'ils le trouvèrent. Federico Kalemann, un immigrant allemand qui s'était installé en Argentine en 1949, avait ouvert une entreprise de navigation à Rosario et était mort en 1973. Des articles de journaux locaux louaient son engagement caritatif et le décrivaient comme un Européen cultivé avec une excellente rhétorique. Bientôt, une photo de son passeport fut également découverte. Elle était granuleuse mais suffisamment informative. Le petit doigt incurvé, les sourcils inclinés, le même léger sourire. Wilch présenta la photo trouvée à côté de l'image améliorée de l'original d'Amelia. « Il n'y a aucun doute, dit-il. Cet homme a vécu une seconde vie. Pas dans la honte, pas dans la cachette, mais dans un confort total. » Amelia fut invitée à prendre connaissance des conclusions. Elle resta silencieuse pendant qu'on lui expliquait que la photo de son grand-père avait découvert un fugitif caché à la vue de tous, dont les crimes avaient été enterrés sous les couches d'une nouvelle identité et de transformation d'après-guerre. « Je ne sais pas si mon grand-père le savait, » finit-elle par dire. S'il le savait, peut-être était-ce pour cela qu'il l'a gardé secret. Peut-être essayait-il de protéger quelqu'un, ou peut-être avait-il simplement peur. Eva hocha lentement la tête tout en continuant à digérer ce qu'ils avaient en découvert. « Ce qui a commencé comme une recherche d'une femme perdue, dit-elle, s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Nous avons agrandi l'image pour donner à la victime son nom, et à la place nous avons reçu le choc de notre vie. » L'Institut prit immédiatement contact avec les autorités juridiques et historiques. Des négociations commencèrent avec Interpol, la Commission historique d'Argentine et les Archives fédérales d'Allemagne. La photographie devint un élément clé non seulement dans une enquête de meurtre longtemps oubliée,
mais aussi dans des efforts plus larges pour exposer les fuites d'après-guerre des nazis. Et à mesure que les informations se répandaient, les médias s'emparèrent de la véritable histoire. En 48 heures, la photographie fut diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision européennes. Des journaux de Berlin à Buenos Aires imprimèrent des variantes du même titre. Un officier nazi fugitif identifié sur une photo vieille de plusieurs décennies. Les commentateurs discutaient non seulement des aspects historiques, mais aussi des questions éthiques. Comment un homme comme Friedrich Kellermann pouvait-il disparaître sans laisser de traces? Et comment pouvait-il être célébré après sa mort quand son passé n'avait jamais été remis en question? La Commission argentine pour la responsabilité historique rouvrit plusieurs affaires dormantes liées à l'émigration d'après-guerre. Interpol confirma qu'elle réviserait officiellement ses dossiers sur Kellermann. Le gouvernement allemand, bien que prudemment, publia une déclaration qualifiant cette découverte d'opportunité de corriger les silences d'historiques. Mais les réactions les plus fortes vinrent de ceux qui étaient les plus proches des ombres laissées par Kellermann. Ces petits-enfants en Argentine, maintenant âgés de plus de 60 ans, étaient sous le langue et sous le choc. L'un d'eux, Martin Kellermann, était ingénieur civil à la retraite. L'autre, Helena Kellermann, était une militante active des droits de l'homme. Dans une interview de presse, Helena secoua la tête avec scepticisme. « Mon grand-père était un homme bon, il nous a appris à défendre les intérêts des autres. Je ne peux pas réconcilier cet homme avec le visage sur cette photo. Mais si c'est vrai, s'il nous a tous menti, alors la justice n'a jamais triomphé. » L'image a pris une nouvelle vie non seulement comme un fragment d'enregistrement historique, mais comme un symbole de la fragile frontière entre responsabilité et anonymat. À l'Institut Eva et le Dr Wilch ont commencé à établir une chronologie retraçant la fuite de Kellermann, le faux passeport délivré en Autriche, le passage par Gênes sur les chemins de raz et l'arrivée à Buenos Aires dans le cadre du programme catholique pour les réfugiés en 1949. Parmi les éléments les plus troublants de l'affaire, il y avait le fait qu'aucun document n'avait jamais été archivé. Des histoires non racontées, des témoignages jamais recueillis, une justice qui n'a jamais triomphé. Anja Lubarska, la femme qui avait autrefois accordé une signification particulière à la photographie, était toujours officiellement portée disparue. Mais la photo lui a donné un nom, un temps et un lieu définitifs. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'inclusion officielle de la photographie dans l'archive européenne de la mémoire de l'Holocauste, une petite vitrine d'exposition a été inaugurée. À l'intérieur, la photographie originale était exposée avec la légende « Femme captive à la gare de Round 1943 ». Cette image a confirmé l'identité de l'infirmière de la résistance Anja Lubarska et a révélé la fuite de l'officier SS Friedrich Kellermann et sa transformation d'après-guerre. Une photographie de la victime de la vérité cachée à la vue de tous. Des mois plus tard, l'image était accrochée dans une galerie silencieuse à Varsovie. Les visiteurs s'arrêtaient devant elle, certains murmuraient quelque chose, d'autres restaient silencieux, absorbant tout le poids qu'elle portait. 2 plaques furent ajoutées sous la photographie. L'une pour Anja Lubarska, honorant son courage et son dernier moment connu. L'autre pour Friedrich Kellermann, non pas en hommage, mais comme une correction historique. La photographie avait commencé comme une découverte curieuse d'un tiroir verrouillé, une relique d'un passé lointain. Mais maintenant, elle était devenue une preuve que la mémoire vit même lorsque l'histoire essaie de l'enterrer. Alors qu'Amelia se tenait parmi les visiteurs observant une nouvelle génération se pencher pour étudier le moment capturé, elle ressentit un léger bourdonnement de justice enfin éveillée. Parfois la vérité se cache, en arrière-plan, jusqu'à ce que nous osions agrandir l'image. Cette photographie oubliée s'est révélée être plus qu'un simple fragment de l'histoire. C'était une bombe à retardement de vérité. Une image, 2 histoires, un fugitif. Que pourrait-il encore se cacher en arrière-plan de notre passé? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.